Les hippopotames plongent dans l'eau. Les gnous marchent par milliers vers leur destination. Et les meutes de chiens sauvages attendent leur proie. Les éléphants, montagnes vivantes, font gronder le sol à leur passage. Pendant ce temps, le rhinocéros noir, indompté, dévore les arbres qui l'entourent. Les oiseaux piquent du nez et plongent dans l'eau. Et les féroces crocodiles du Nil surgissent des marécages pour mettre fin à tout espoir de vie. Il s'agit du delta de l'Okavango, un endroit où les frontières entre l'eau et la plaine disparaissent. Ici, les lions nagent, les oiseaux plongent et les antilopes courent sur l'eau sur des kilomètres à travers une plaine inondable. Dans le généreux Okavango, les ravages de la sécheresse appartiennent au passé et des milliers d'espèces coexistent dans un biome unique au monde, où Mère Nature se montre généreuse et généreuse. Tout cela, bien sûr, à condition que les pluies soient au rendez-vous. Dans une savane aride, la nouvelle d'une oasis d'abondance se répand rapidement et des milliers d'ongulés, en quête d'une vie meilleure, se dirigent vers ce delta accueillant. Des milliers de gnous, de buffles et de zèbres se pressent sur les routes menant à la zone humide et de loin, ils peuvent distinguer cette terre promise. Cependant, tout n'est pas ce qu'il semble être. Ce qui, de loin, ressemblait à l'Éden sur terre, devient en un clin d'œil l'enfer lui-même aux mains d'un félin féroce. Pour les lions, cette abondance d'eau et de pâturage vert est l'appât parfait pour consommer leurs cruelles intentions, dévorant des centaines d'herbivores sans défense tout au long de la saison sèche dans l'affluent. Mais même les rois de la savane ne sont pas dignes de confiance, car dans cet écosystème sauvage, la nature n'est pas juste et, lorsque l'odeur d'une proie juteuse se répand à des kilomètres à la ronde, les charognards ne tardent pas à s'emparer du terrain. Apparaissant comme des voleurs habiles, les hyènes défient les chats pour leur proie, et ce qui était un gnou majestueux il y a seulement quelques minutes est maintenant un morceau de viande contesté. Pour ceux qui ont passé le cap du félin, la vie commence à changer avec de l'herbe fraîche à dévorer et des ruisseaux sans fin où s'abreuver. Cependant, il vaut mieux être prudent dans ces affluents. On ne sait jamais quand, de ces eaux vivifiantes, surgira un reptile féroce qui apportera la mort. Il n'y a pas d'endroit sûr dans cet écosystème biodiversifié. Au milieu de ces prairies épaisses où la visibilité est quasi nulle, un tueur cruel apparaît, ne laissant qu'une silhouette et ses effrayants yeux d'ambre. Là, où personne ne peut voir ses calamités, le léopard terrorise ses proies et disparaît comme un fantôme, ne laissant aucun signe de ce qui s'est passé. Tel est le delta de l'Okavango, qui représente pour certains le dernier espoir de vie et pour d'autres une fin prématurée aux mains d'un prédateur impitoyable. Une oasis bénie pour certains, mais un lieu de repos éternel pour d'autres. Situé au nord du Botswana, au cœur de l'Afrique australe, le delta de l'Okavango est une région naturelle, où le puissant fleuve Okavango rencontre les basses terres du nord du désert du Kalahari et couvre une superficie de 15 000 km². Avec la collision de ces deux vastes écosystèmes, c'est tout un monde de vie qui se forme, où des millions de tonnes cubes d'eau inondent la savane sèche, offrant un spectacle inédit. Si le niveau des eaux du delta augmente pendant la saison des pluies, c'est pendant les mois les plus secs que le delta devient un havre de paix pour la faune et la flore. Au plus fort de la saison sèche, le fleuve Okavango, en fidèle pourvoyeur, draine dans le delta la totalité du débit de la saison des pluies au nord, garantissant ainsi un approvisionnement en eau quasi infinie. Cela crée un écosystème contrasté
où le reste de la savane est confronté aux difficultés de la sécheresse, tandis que le delta montre un côté plus pieux de mère nature, avec un mélange de biomes uniques sur la planète. Cet écosystème béni attire d'innombrables voyageurs sauvages déplacés par la chaleur oppressante de la savane et attirés par une abondance enviable. Plus de 500 espèces d'oiseaux, 160 espèces de mammifères, 155 espèces de reptiles et 35 espèces d'amphibiens peuplent cette terre gorgée d'eau. Grâce à l'irrigation assurée, plus de 1500 espèces de plantes poussent librement, à la fois sous la plaine inondable et dans la zone environnante. Les conditions climatiques uniques colorent cet habitat riche en vert, avec des acacias luxuriants pour les girafes et les éléphants, et des herbes fraîches pour les antilopes, les zèbres, les hippopotames et les gnous. Si ces champs verts situés à proximité de la zone humide sont une bénédiction pour les herbivores, ils peuvent en quelques secondes devenir une malédiction. Tandis qu'un gnou insouciant broute, dévorant des herbes exquises sans même regarder autour de lui, un félin sauvage projette de faire de même, mais avec la chair de l'ongulé sans défense. Observant de loin, un guépard féroce a des vues sur ce qui pourrait être une proie voluptueuse. Mais avec un animal pesant jusqu'à 3 fois son poids, le prédateur doit être prudent. Un seul faux pas, et il pourrait se retrouver avec l'estomac vide. Caché dans la végétation à l'aide de sa fourrure camouflée beige pâle avec des taches noires, le félin s'approche avec une extrême furtivité de ce qui va bientôt devenir un copieux repas. Chaque mouvement est froidement calculé pour éviter d'être détecté par l'herbivore qui, inconscient de son environnement, ne sait même pas encore que ses jours sont comptés. À une 50aine de mètres de sa proie, le vorace prédateur attend patiemment le moment précis pour lancer son attaque fugace. Bien que moins robuste que l'ongulé, le guépard a l'avantage de la vitesse, puisqu'il est l'animal terrestre le plus rapide de la planète, ainsi que de griffes acérées et non rétractables, et d'une puissante morsure qu'il n'hésite pas à utiliser. Après plusieurs minutes de traque de l'herbivore, le félin vorace saisit sa chance et commence son assaut. Accélérant à plus de 100 km/h en seulement 3 secondes, aucune proie n'échappe à ce bolide impitoyable. Après quelques dizaines de mètres de course, l'inévitable se produit et le cruel félin se jette sur l'ongulé. Au sol, la moitié du travail est faite, et le guépard utilise sa morsure féroce pour écraser la trachée de sa proie. Le calao a beau se débattre, toute tentative d'échapper aux griffes acérées du félin est vaine, et, après quelques minutes, le calao a rendu l'âme. Bien qu'affamé après une course rapide mais épuisante, le félin ne dévore pas sa proie immédiatement, car il a besoin d'un court laps de temps pour réguler sa température corporelle. La température corporelle du félin pouvant atteindre 40 degrés Celsius lors de son sprint rapide, cette pause est vitale. Bien sûr, en tant que tueur expérimenté, le guépard sait que, dans un écosystème rempli de charognards, rester longtemps avec une proie importante comme un gnou, c'est tenter le sort. Alors, sans plus attendre, il commence le festin. Sachant pertinemment que les hyènes, les lycaons et les lions sont déjà en route, le félin s'empresse de manger le plus possible avant de laisser des restes non négligeables. Comme il ne peut pas manger plus de 10 kg de viande en un seul repas, les grosses proies comme le gnou colossal ne sont pas très rentables pour lui. En revanche, la chasse a été bonne pour les hyènes et les vautours qui se sont immédiatement mises à dévorer tout le travail du félin. Le guépard n'appréciant pas de nourrir les autres avec le fruit de son travail, il préférera toujours chasser des proies de petite et moyenne taille. C'est alors que les gazelles, les antilopes, les lièvres et même les oiseaux terrestres doivent surveiller leurs arrières,
car à tout moment, un féroce félin peut surgir à plus de 100 km à l'heure derrière eux. Après avoir dévoré le plus possible de ses proies, l'estomac plein et épuisé par la poursuite rapide, ce grand félin se repose généralement à l'ombre, ce qui le protège du soleil hostile de l'Afrique. Lorsqu'il n'étouffe pas une proie sans défense avec sa morsure mortelle ou qu'il ne se repose pas paisiblement sous un arbre feuillu, le guépard est probablement en train de se toiletter, de lécher sa fourrure pour la débarrasser des parasites. Alors que la vie des guépards mâles est relativement simple, sans autre souci que de se nourrir et de se tenir à l'écart des menaces potentielles, à cette époque de l'année, les femelles de l'espèce doivent assumer la tâche laborieuse de s'occuper de leurs petits. Après 3 mois de gestation, le félin met au monde entre 2 et 4 petits chatons qui ne pèsent qu'environ 300 grammes à la naissance. Dès la tombée de la nuit, le jour de la naissance, la femelle transporte les petits dans un endroit éloigné afin d'éloigner les lions, les léopards, les hyènes et les chiens sauvages. Ces prédateurs étant des concurrents naturels des guépards, ils n'auront aucun scrupule à éliminer leurs petits avant qu'ils ne deviennent des concurrents directs pour les proies. Tout cela, bien sûr, si une mère jalouse et très violente le leur permet. Pendant le premier mois de leur vie, les petits ne pourront pas suivre leur mère et resteront donc à l'abri dans un nid de fortune, généralement une petite dépression dans le sol ou un endroit où la végétation est dense. Les qualités parentales de la mère guépard sont tout simplement admirables. Outre l'allaitement, elle soigne elle-même ses petits, leur apporte chaleur et sécurité et les entraîne à la chasse en leur apportant des proies vivantes telles que de petites gazelles pour qu'ils s'exercent. Après une année de soins maternels exemplaires, les félins, pas si petits que cela, trouveront leur voie, devenant la terreur de milliers d'herbivores dans l'écosystème privilégié du delta de l'Okavango. Non loin de ce qui est aujourd'hui le territoire des jeunes guépards, mais à quelques kilomètres de profondeur dans le delta, les herbivores utilisent la savane inondée pour se tenir à l'écart des félins. Les vastes zones humides du delta de l'Okavango constituent l'habitat idéal pour les antilopes aquatiques lechwe. Avec un pelage brun doré, un ventre blanc et, pour les mâles, une paire de longues cornes en spirale, les antilopes lechwe font partie de ces espèces majestueuses qui ont élu domicile dans cet écosystème submergé hospitalier. Les longues pattes de ces ongulés, loin d'être une coïncidence, sont une adaptation pour vivre dans ces zones humides infinies et s'y déplacer facilement. En plus de leurs membres grêles, ils ont de longs sabots et un pelage hydrofuge qui les maintient toujours au sec. En plus de pouvoir marcher et même courir sans entrave sur les vastes terres inondées du delta, ces antilopes colorées n'ont aucun problème à nager en eau profonde, car elles sont d'excellentes nageuses. Leur prodigieuse capacité à naviguer sur ces sols marécageux leur permet de fréquenter l'eau jusqu'aux genoux, où ils sont hors de portée de n'importe quel chat de la savane. Ces antilopes passent une grande partie de leur journée à chercher de la nourriture. En tant que bons herbivores, les lechwe se nourrissent d'herbes aquatiques et de tout ce qui pousse dans la plaine inondable. En tant qu'ongulés exemplaires, les antilopes lechwe vivent en nombreux troupeaux qui peuvent atteindre des milliers d'individus. Bien que la plupart du temps ces troupeaux soient composés de mammifères unisexes, lorsque la saison de reproduction arrive, les groupes de femelles et de mâles se mélangent. Bien que les mâles soient généralement très sociables avec leurs congénères la plupart du temps, lorsque la saison des amours arrive, toute cette camaraderie est mise de côté et une compétition acharnée pour les femelles commence. Les mâles désireux de se reproduire ont tendance à se rassembler dans des zones d'accouplement appelées leks, où ils s'exhibent et rivalisent pour attirer une femelle fertile. Par des vocalisations, des postures corporelles et des mouvements de tête, les prétendants cherchent à attirer l'attention des femelles qui se présentent dans ces zones du marais
où la testostérone est dans l'air. Pour asseoir leur domination, les mâles avides se défient dans de violents combats de cornes où ils se frappent la tête et se bousculent pour démontrer leur force. Lors de ces affrontements, les vainqueurs gagnent les meilleures parties de la zone de reproduction. Comme les femelles ont tendance à choisir les mâles dans les zones intérieures du groupe, la bataille est généralement plus féroce et les concurrents plus acharnés. Les mâles chanceux qui sont choisis par les femelles font une cour rapide pour procéder à la copulation, bien sûr, sans quitter la zone humide boueuse. Après la copulation, un compte à rebours de 8 mois de gestation commence, au cours duquel la femelle portera en elle le miracle de la vie. Lorsque le moment de la naissance approche, la future mère s'éloigne du troupeau, à la recherche d'un endroit sûr pour mettre bas. En général, un petit coin recouvert d'une végétation épaisse est parfait. Le petit veau, sans défense, doit rester ici pendant les premières semaines de sa vie, soigné par sa mère, allaité et protégé des innombrables dangers qui se cachent dans ce delta sauvage. Si les jeunes antilopes léchouets immatures sont des proies faciles pour les chacals, les oiseaux de proie et les serpents, les spécimens adultes ne sont pas non plus à l'abri de faire partie du régime alimentaire d'un prédateur vorace. Avec jusqu'à 150 kg de viande juteuse, personne au sommet de la chaîne alimentaire ne laissera passer l'occasion de chasser l'un de ces ongulés. Lorsqu'un membre du troupeau commet la grave erreur de s'éloigner des eaux profondes des zones humides, les hyènes, les lions, les léopards et les chiens sauvages sont toujours à l'affût, attendant l'occasion de s'attaquer à une proie tout à fait méprisable. Mais les eaux profondes et sombres du delta ne sont pas non plus sans danger. Les nombreux troupeaux d'antilopes constituent un festin pour les voraces crocodiles africains, qui n'hésitent pas à massacrer ces mammifères sans défense d'une seule bouchée. Bien que cet écosystème vivant soit source de nombreux défis pour les antilopes léchouées, il représente également un havre de paix pour l'espèce, une oasis de vie au milieu d'une savane sans vie. Tandis que les habiles léchoués rouges préfèrent éviter les terres plus sèches du delta de l'Okavango, à l'endroit même où les plaines et les affluents se rencontrent, le majestueux rhinocéros noir se repose tranquillement en savourant de délicieuses feuilles. Toute cette abondance d'eau et de végétation a attiré ce colosse de plus de 2 tonnes et de près de 4 mètres de long sur les rives de ce delta généreux. Malgré son apparence rude et agressive, semblant prêt à dévorer tout ongulé croisant son chemin, ce calao est un herbivore invétéré qui ne se lasse pas de quelques feuilles fraîches. Bien entendu, compte tenu de sa petite taille, cette énorme bête ne se contentera pas de quelques feuilles, il lui faut jusqu'à 60 kg de fourrage par jour pour couvrir ses besoins nutritionnels. À l'aide de sa lèvre crochue, qui le différencie du rhinocéros blanc, il arrache les feuilles des arbres et les dévore en grande quantité pour satisfaire son immense appétit. Outre le fait qu'il ne laisse pas une seule feuille s'échapper de son assiette, cet herbivore ne gaspille pas les snacks tels que les branches, les pousses, les buissons épineux, les légumineuses ou les fruits. Bien qu'il donne l'impression de tout dévorer sur son passage, le rhinocéros noir est un peu prétentieux en matière de nourriture et préfère sélectionner ses aliments avec soin, privilégiant la qualité à la quantité. Lorsque le delta de l'Okavango est le plus abondant, il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver des friandises nutritives. Les jours où la nourriture se fait rare, cet ingénieux géant utilise son odorat pour repérer les meilleurs aliments. Il est également capable de les extraire littéralement du sol à l'aide de sa corne. Même s'il peut rester jusqu'à 5 jours sans boire d'eau grâce à l'humidité de son alimentation,
avec de si vastes affluents à portée de main, la bête grise ne se retient pas et s'abreuve directement du précieux liquide. En plus de s'hydrater convenablement, le rhinocéros profite de son accès enviable aux zones humides pour prendre des bains de boue réconfortants qui l'aident à réguler sa température et le protègent des insectes des marais. Pendant les heures les plus fraîches de la journée, cet herbivore massif a tendance à être plus actif, cherchant sa nourriture dans la brousse et pataugeant dans les étangs avoisinants pour une gorgée rafraîchissante. Lorsque le soleil africain devient ardent, il est temps de se retirer dans un endroit confortable et ombragé et, pourquoi pas, de faire une petite sieste. Alors que les antilopes l'échouaient doivent être à l'affût de toute menace potentielle, le rhinocéros est habitué à un tout autre mode de vie. Compte tenu de sa taille gigantesque et de son tempérament agressif, peu de prédateurs souhaitent gagner la partie en se faisant poursuivre par un énorme pachyderme doté d'une corne de 1,50 m de long. Dans son coin isolé du delta de l'Okavango, l'hostile rhinocéros noir ne tolère aucun envahisseur. En effet, en raison de son faible sens de la vue, ce redoutable kalao attaque souvent pour s'en apercevoir ensuite. Ainsi, dès qu'il entend un clan de hyènes ou un félin rôder dans les parages, ce colosse n'hésite pas à foncer sur eux. Le simple contact de l'arme tranchante sur sa tête peut immédiatement déchaîner les grands lions. Ainsi, lorsqu'un grand rhinocéros est repéré à l'horizon, les prédateurs font souvent fi de leur propre vie et préfèrent retourner sur leurs pas. Même lorsqu'ils s'approchent des eaux sombres pour se rafraîchir, le rhinocéros, conscient de son statut immunitaire, profite de ses fréquents bains de boue sans inquiétude, car il sait que même les redoutables crocodiles n'oseront pas le défier dans la bataille. Si l'une de ces bêtes cuirassées, dans un délire de grandeur, se mettait en travers du chemin du pachyderme, le reptile se heurterait à une peau épaisse pouvant atteindre 5 cm, à des pattes gigantesques capables de l'écraser et à une corne acérée qui, sans la moindre hésitation, foncerait sur l'animal. Bien qu'il ne soit pas très sociable avec les autres espèces, il arrive que les rhinocéros ermites, rompant avec leur solitude habituelle, se laissent un peu toiletter par les très efficaces becs de lièvre. Ces petits oiseaux à bec rouge offrent leur service en nettoyant la peau de ces pachydermes géants des parasites. Loin d'être altruistes, les oiseaux prennent en chemin quelques savoureuses mouches et puces en guise de paiement. Alors que l'imposant rhinocéros noir retourne dans son coin de ce riche écosystème en bordure de la savane, quelques kilomètres plus loin dans le delta de l'Okavango, au milieu de vastes zones humides, s'élèvent les vertes forêts riveraines qui abritent, entre autres espèces, les singes vervets, extrêmement sociables. Vivant en troupes pouvant compter jusqu'à 70 individus, ces primates, qui ne mesurent pas plus de 60 cm et pèsent 8 kg, sont l'exemple parfait d'une société avancée vivant au milieu de cet écosystème sauvage. Leur visage noir, bordé d'une frange de fourrure blanche et la dense fourrure grisâtre sur le reste du corps, leur confèrent une apparence incomparable, même au milieu de cette oasis de biodiversité. Grâce à leur capacité de survie inégalée, ces singes sont capables de vivre dans une grande variété de biomes. Cependant, depuis que le delta de l'Okavango leur offre d'épaisses forêts au pied des marécages, les primates se sont installés dans un foyer plus que confortable. L'une des clés de la survie de ces mammifères dans différents biomes est de ne pas faire semblant de manger et de dévorer tout ce qui se trouve sur leur chemin. En bons omnivores, les singes vervets mangent à peu près tout ce qui ne les dévore pas en premier. Ils sont capables de manger n'importe quoi, depuis un régime herbivore à base de fruits, de fleurs, de feuilles, de graines et de racines jusqu'à des fourmis, des coléoptères, des œufs, des lézards et des rongeurs. En bon primate grégaire, lorsqu'il est temps de chercher de la nourriture, toute la famille se met à la tâche. Ces singes ne laissent pas un seul centimètre de terrain en friche, car chaque petit morceau, aussi petit soit-il,
compte. Bien sûr, les arbres ne sont pas épargnés par les primates affamés. Si l'un d'entre eux cache un fruit ou une fleur, il a tout intérêt à le donner. L'une des compétences sociales enviables de ces mammifères est leur système de vocalisation avancé. Même lorsqu'ils sont à la recherche de nourriture, les membres du troupeau restent en contact à tout moment et s'alertent mutuellement par de fortes vocalisations lorsqu'ils trouvent quelque chose à manger. Dotés d'un répertoire de vocalisation très varié, les singes vervets ont en fait un son pour chaque occasion. L'une des preuves en est qu'ils sont l'une des seules espèces de tout le règne animal à disposer d'un cri d'alarme spécifique aux prédateurs. Par exemple, lorsque les primates détectent un léopard féroce caché dans la végétation, leur cri sera une sorte d'aboiement aigu et répétitif pour alerter leurs congénères. Dès qu'ils entendent ce son mortel, les singes s'enfuient, terrorisés, vers les arbres où ils attendent le départ du félin. De même qu'ils disposent d'un cri spécifique pour alerter la troupe à l'arrivée du félin, ces primates utilisent également des vocalisations spécifiques pour le reste de leurs prédateurs, tels que les aigles, les pitons et les babouins. Bien entendu, ce vaste vocabulaire n'est pas seulement utile pour éviter de devenir le dîner d'un prédateur, mais il joue également un rôle fondamental dans les relations sociales entre les individus de la troupe. Dans la structure sociale des singes vervets, il existe une organisation hiérarchique très complexe de la dominance, tant pour les femelles que pour les mâles. Alors que les femelles héritent leur position sociale de leur mère et restent dans leur groupe natal toute leur vie, les mâles doivent atteindre et conserver leur position en imposant par la force leur autorité aux autres prétendants. Bien entendu, les spécimens qui occupent les places dominantes conservent l'accès aux ressources ainsi que le droit de s'accoupler. Dans la vie sociale de ces primates, les interactions se font souvent entre individus de même rang ainsi que la parenté génétique. Le côté discriminant de cette société sauvage se manifeste par le fait que les individus de rang inférieur sont souvent victimes d'agressions de la part des membres de rang supérieur. Dans la vie quotidienne de la troupe, les alliances consanguines constituent un lien très important, qui peut même aider lors des combats et dans l'ascension sociale. Les liens du sang peuvent être si forts que parfois, lorsqu'un mâle est expulsé de la troupe après avoir atteint la maturité sexuelle, un frère ou une sœur le rejoint souvent pour le protéger dans cette nouvelle étape de la vie du primate. Ne vivant plus dans la sécurité d'un groupe, les primates doivent rapidement chercher une nouvelle troupe où ils seront acceptés. En règle générale, les groupes qui viennent d'expulser de jeunes mâles sont plus enclins à accepter de nouveaux étrangers et à les intégrer à la troupe. Bien entendu, les altercations font souvent partie du processus et les jeunes vervets doivent gagner leur place par la force. Pour les mâles expulsés des troupeaux, c'est une question de vie ou de mort que de trouver une nouvelle troupe pour les accueillir, même à contre-cœur. Un jeune primate errant seul dans l'écosystème sauvage du delta de l'Okavango est une proie que le féroce léopard ne laissera jamais échapper. Bien que vivant en communauté, les singes parviennent à faire face aux félins. Un spécimen isolé est un repas sur un plateau d'argent pour ce tueur cruel. Il plane, caché dans les buissons, dissimulé, ne laissant apparaître qu'une silhouette floue, dorée, avec des rosettes noires. Patient comme la mort, ce félin calculateur est capable de passer des heures à traquer sa proie jusqu'à ce qu'il trouve le bon moment pour montrer toute sa férocité. Contrairement à son proche parent, le guépard, qui considère la vitesse comme le moyen d'acheminer la nourriture jusqu'à la table, ce félin plus robuste préfère employer des stratégies d'embuscade pour surprendre ses victimes et les tuer sans même qu'elles aient le temps de comprendre ce qui se passe. Des griffes acérées et rétractables de près de 3 cm, une morsure puissante et un corps robuste sont quelques-unes des caractéristiques qui font du léopard le prédateur parfait au milieu de ce pieux écosystème.
Ses pattes musclées lui permettent de faire des bonds de 3 mètres à la verticale et de 6 mètres à l'horizontale, ce qui rend pratiquement impossible à toute proie d'échapper à ce cauchemar vivant. Bien qu'il n'utilise généralement pas la poursuite comme stratégie de chasse, il peut courir jusqu'à 60 km/h, de sorte que s'il doit poursuivre sa proie, il n'aura aucun mal à l'attraper. Grâce à sa force bestiale, ce félin peut facilement chasser des proies jusqu'à 3 fois plus grandes que lui. Mais la terreur du léopard ne se limite pas aux seuls grands herbivores, puisqu'il est capable de semer la terreur dans la quasi-totalité de l'écosystème. Impala, gazelle, phacochère, gnou, zèbre ou koudou, aucune espèce n'est à l'abri de faire partie du régime alimentaire du vorace léopard. Lorsque ce chasseur inexpugnable a jeté son dévolu sur un malheureux herbivore, la sentence est déjà tombée avant même que le félin ne commence son assaut. Après des heures passées à observer les moindres mouvements de sa proie, le grand prédateur abandonne sa furtivité et surgit de nulle part pour faire une nouvelle victime. La proie a beau essayer de résister, toute mesure est vaine face à un ennemi aussi redoutable, doté d'une grande expérience de la chasse. Le léopard met fin aux dernières minutes de vie de sa proie en la mordant à la trachée, la plongeant lentement dans un sommeil éternel dont elle ne se réveillera pas. À la différence de son parent le guépard, qui doit regarder les charognards déguster leur proie faute de pouvoir les protéger, le léopard profite de l'abondance des arbres autour du delta pour dévorer ses proies dans la confortable sécurité des hauteurs, tout en conservant les restes, utilisant les hautes branches comme garde-manger. Grâce à sa force inégalée, ainsi qu'à ses talents de grimpeur, le félin est même capable de transporter de gros koudous jusqu'à une réserve de nourriture personnelle, dont il peut se nourrir pendant plusieurs jours. En prenant de la hauteur, le félin n'a pas à se soucier des chiens sauvages, des hyènes ou des lions qui viennent lui prendre ce qui lui appartient, et il peut manger tranquillement, en savourant jusqu'à la dernière bouchée de la grosse proie. L'adaptation au terrain de ce delta tortueux ne se limite pas au talent d'escalade de ce prédateur agile. Mais, contrairement aux autres grands félins, le léopard est un nageur naturel. Dans cet écosystème où les zones humides sont omniprésentes, ce félin n'hésite pas à plonger dans l'eau pour chasser ses proies ou à franchir les obstacles fluviaux qui se dressent sur son chemin. Parfois, lorsque le prédateur solitaire est traqué par une troupe de lions ou un clan de hyènes, il n'y réfléchit pas à 2 fois et saute directement dans l'eau pour se protéger de ses poursuivants. En plus de les mettre à l'abri des situations dangereuses, ces affluents abondants leur permettent d'échapper à la chaleur oppressante de la savane, surtout pendant l'impitoyable saison sèche qui sévit dans les plaines sur des kilomètres. De temps en temps, ce redoutable prédateur vient au bord des zones humides pour se rafraîchir et même se mouiller les pattes pour réguler sa température corporelle. Comme le rhinocéros noir solitaire, le léopard ne se fait pas beaucoup d'amis et prend soin d'éloigner le plus possible les envahisseurs de son domaine. En griffant les arbres et en les marquant de son urine et de ses excréments, ce félin avertit tout intrus potentiel de ce qui l'attend s'il ose pénétrer sur sa propriété. Tant que la nourriture est abondante et qu'une femelle fertile n'est pas en jeu, il n'y a aucune raison pour que 2 bêtes aussi colossales s'engagent dans ce qui serait une destruction mutuelle assurée. En général, lorsqu'ils rencontrent un congénère, les prédateurs indomptables choisissent de ne pas s'engager dans un combat féroce qui n'apporterait que la mort, et finissent par se détourner l'un de l'autre et par s'éviter. Tout comme le léopard rusé plonge parfois dans les eaux pour chasser le poisson, de nombreuses espèces d'oiseaux sont attirées pendant la saison sèche dans la savane par ces affluents remplis de hauts fonds. Mais aucune n'apprécie autant ce festin que le flamboyant balbuzard pêcheur. Avec une envergure de près de 2 mètres, des griffes acérées et un bec redoutable, l'hydravion est le fléau de la myriade de poissons qui peuplent la plaine inondable du delta de l'Okavango. Son plumage brun foncé brillant sur le haut du corps et blanc sur la poitrine
lui confèrent une apparence discrète parmi les oiseaux colorés de ce riche écosystème. Les kilomètres de zones humides de ce vaste delta constituent l'habitat idéal pour ce rapace, qui a l'habitude de s'installer dans n'importe quel coin où se trouve une source d'eau, car sa nourriture y est plus qu'assurée. Le nom de balbuzard n'est pas un hasard. Cet habitant du ciel du delta se nourrit presque exclusivement de poissons. Et avec les nombreux affluents qui se profilent à l'horizon et l'abondance de Dame Nature qui se déverse dans cet écosystème, cet habile pêcheur n'a aucun mal à trouver de quoi se nourrir. S'élevant à 40 mètres au-dessus du sol, l'hippocampe surveille les zones humides jusqu'à ce qu'il trouve une source de nourriture. Grâce à son sens de la vue très développé, il est capable de détecter les poissons même sous les eaux agitées du delta. Dès qu'il repère une prise possible, l'oiseau plonge à toute vitesse dans l'eau, plonge de tout son corps et capture le poisson avec ses griffes. En quelques secondes, l'innocent poisson est passé d'une oasis pleine de vie à l'une des victimes de ce chasseur expert. Grâce à ses serres réversibles, l'aigle peut saisir fermement sa proie glissante, l'empêchant ainsi de s'échapper. D'autres adaptations importantes pour la pêche en plongée sont la capacité de fermer ses narines lors de la plongée et son plumage dense et huileux qui l'empêche d'être trempé lors de ses plongées rapides. Dès qu'il attrape le poisson, l'aigle réorganise rapidement son butin dans les airs pour orienter la proie vers l'avant, afin de pouvoir voler plus confortablement. Les compétences aquatiques avancées du balbuzard lui permettent d'atteindre un taux de réussite étonnant de 70% en plongée et de capturer des poissons pesant entre 50 et 300 grammes. Si la grande majorité de ses repas se compose de poissons frais, littéralement sortis de l'eau, lorsque l'austérité se resserre et que d'autres proies se profilent à l'horizon, ce rapace prouve qu'il peut être bien plus qu'un féroce chasseur sous-marin. Les rongeurs, les lapins, les lièvres, les serpents, les grenouilles et même d'autres oiseaux peuvent compléter parfaitement votre régime alimentaire les jours où les poissons brillent par leur absence. Lorsqu'ils ne plongent pas dans les eaux grouillantes pour attraper une proie juteuse ou qu'ils ne se reposent pas paisiblement sur une branche, il est très probablement en train de communiquer avec ses congénères à l'aide de son très large répertoire de vocalisation. Les balbuzards ont un vocabulaire varié qui comprend des cris, des sifflements et des pépiments pour envoyer des messages d'excitation, d'alarme, des demandes de nourriture et bien sûr pour une parade nuptiale élaborée. Afin d'attirer une femelle fertile avec des intentions de procréation, les mâles de l'espèce effectuent une parade aérienne appelée « danse du ciel ». Dans cette démonstration de vigueur et de ses talents de pourvoyeur, le mâle transporte les matériaux nécessaires à la construction du nid tout en voltigeant et en manœuvrant en même temps. Bien entendu, il ne faut pas manquer les cris qui attirent les femelles à des kilomètres à la ronde. Étant donné que la femelle qui réussit à la séduire sera probablement sa compagne pour la vie, le mâle met tout en œuvre pour faire ressortir ses meilleures qualités en tant que prétendant. Après avoir reçu l'approbation de la femelle, les deux oiseaux se mettent au travail pour construire un nid solide en hauteur, qui sera un endroit sûr pour protéger leurs futurs oisillons. L'écosystème du delta de l'Okavango est si contrasté. Alors que le miracle de la vie émerge d'un œuf en haut d'un arbre, dans les prairies, un guépard féroce commet les crimes les plus abjects contre une antilope sans défense. C'est la nature dans toute sa splendeur. Il n'y a probablement personne qui connaisse mieux la survie dans un écosystème hostile que le buffle d'Afrique. Motivés par l'abondance des ressources que leur procure ce delta généreux, les grands troupeaux d'ongulés viennent dans ce lieu où la nature se montre clémente. Contrairement aux plaines arides d'où ils viennent, les verts pâturages qui entourent les zones humides sont comme un Éden sur terre, et les géants bovins, qui n'ont rien à attendre, s'affairent à décorer de grandes parcelles d'herbe comme s'il n'y avait pas de lendemain.
Leur pelage noir foncé n'étant pas un très bon isolant de la chaleur émise par le soleil africain, ces ongulés ont tendance à brouter pendant les heures les plus fraîches de la journée, c'est-à-dire tôt le matin et tard le soir. Devant couvrir un quota quotidien allant jusqu'à 15 kg de fourrage par jour pour rester sains et forts, ces troupeaux passent souvent jusqu'à 8 heures de leur journée à se promener en dévorant de l'herbe fraîche. Bien qu'une feuille occasionnelle puisse être un bon complément à leur alimentation, l'herbe constitue la quasi-totalité de leur régime alimentaire peu varié. Attirés par la végétation presque toujours verte qui entoure le delta, les innombrables zones humides créées par le débordement de l'Okavango constituent un biome de rêve pour ces grands herbivores. Chaque bovin ayant besoin d'environ 45 litres d'eau par jour, ces affluents sont l'une des rares sources permettant de nourrir des troupeaux aussi importants, pouvant atteindre des milliers de têtes. Avec un horizon plein de sources, les ongulés ne se contentent pas de boire ce qu'ils ont besoin de boire, et se permettent même le luxe de gaspiller une partie du liquide vivifiant en prenant des bains de boue rafraîchissants. Une épaisse couche de boue sur leur dos peut faire une grande différence dans la température de leurs corps énormes, surtout lorsque le soleil implacable de la savane vous souffle dans le cou. Face à une nature aussi généreuse, avec de l'eau en abondance et de l'herbe fraîche à manger, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour que les vaches mettent bas. Après près d'1 an de gestation, il est temps pour le petit veau de regarder le monde pour la première fois. Les veaux nouveau-nés ont une taille étonnante de 36 kg et pendant les premiers mois de leur vie, ils seront toujours sous la garde de leur mère très responsable. La vache sera chargée d'allaiter le petit veau et de le garder caché dans un endroit où la végétation est abondante. Un veau innocent est une proie plus qu'appétissante pour chacun des innombrables prédateurs qui peuplent cet écosystème impitoyable. Les hyènes, les chiens sauvages, les léopards et les lions n'hésiteraient pas à tuer un gentil veau pour se régaler d'une viande tendre. Après quelques semaines de vie, la mère intègre le veau au troupeau où ses chances de survie augmentent de façon exponentielle. Pour préserver l'espèce, dans les troupeaux de buffles d'Afrique, les veaux et les animaux plus faibles, tels que les adultes âgés ou malades, sont généralement placés au milieu du troupeau, hors de portée des prédateurs. Les mâles, plus grands et plus forts, sont quant à eux placés à la périphérie, prêts à affronter les prédateurs qui osent défier un troupeau aussi redoutable. Avec l'arrivée de nouveaux veaux dans le troupeau, certains mâles savent que les femelles adultes seront bientôt prêtes pour une nouvelle gestation. Lorsqu'une vache entre en chaleur, l'esprit de camaraderie entre les grands buffles disparaît et la compétition pour le droit de se reproduire commence. Bien que ces honneurs reviennent aux mâles dominants du troupeau, des tonnes de testostérone poussent d'autres mâles subordonnés à défier l'alpha pour avoir accès à une femelle fertile. Avant le début du combat, les mâles émettent des mugissements féroces et montrent leur force par des mouvements de tête et des coups portés au sol avec leurs cornes acérées. Mais, avec une femelle convoitée en lice, aucun des deux énormes taureaux n'abandonnera, du moins pas sans se battre. Lorsque les exhibitions ne parviennent pas à résoudre le conflit, les buffles grotesques commencent à se frapper mutuellement avec leurs dangereuses cornes et à se bousculer pour tenter d'abattre leur adversaire. Dans ces duels, les taureaux peuvent être gravement blessés et le vainqueur emporte tout. Cependant, pendant la saison des amours, un buffle peut avoir à combattre plusieurs mâles pour avoir accès à une seule femelle. Malgré un taux de testostérone très élevé, dans certains troupeaux où les femelles sont nombreuses, le mâle dominant du troupeau peut autoriser les autres à copuler avec les vaches afin de préserver l'espèce. Plus le troupeau est nombreux, meilleures sont les chances de survie. Tout comme ces ongulés géants se réfugient dans cette oasis de vie lorsque la saison sèche arrive dans la savane, quelques membres de ce grand troupeau connaîtront une fin tragique aux mains de certains des plus grands prédateurs de cet écosystème. Alors que les troupeaux paissent tranquillement, les lionnes, féroces chasseuses, savent bien que ce sera le dernier repas de l'un de ces colosses herbivores.
Si le bétail peut parfois se protéger des attaques des prédateurs du delta, une horde bien organisée de ces félins peut faire des ravages dans un troupeau et dans la panique, un taureau sans méfiance peut être la proie de la morsure de ces habiles tueuses. Bien qu'il s'agisse d'une attaque où règne le chaos et l'anarchie, la vérité est que ces stratèges expérimentés ne négligent rien dans leur embuscade et que, bien avant de commencer leur assaut, ils ont déjà choisi le malheureux ongulé qui deviendra leur dîner. Bien que jusqu'à une douzaine de lionnes puissent chasser un buffle d'Afrique adulte, les félins ne sont pas confiants, car ils savent bien qu'il ne faut pas sous-estimer l'un de ces redoutables taureaux. C'est pourquoi ils préféreront toujours s'attaquer aux animaux blessés ou malades, et bien sûr aux veaux sans défense. En chassant une proie aussi colossale qu'un robuste buffle, tout le troupeau peut se régaler d'un festin digne de la royauté de la savane. Chaque membre du troupeau, depuis l'imposant alpha jusqu'aux femelles autoritaires, en passant par le bas de la hiérarchie, exprimé par les petits, a mangé à sa faim, de sorte qu'ils peuvent laisser les chiens sauvages, les hyènes et les vautours s'emparer des restes. Grâce à l'abondance des buffles d'Afrique dans cet écosystème, les troupeaux de lions du delta de l'Okavango se nourrissent abondamment de ces ongulés, ce qui les rend plus forts et fait d'eux des experts dans la capture de ces énormes bêtes. La présence de lions à l'intérieur du delta est un parfait exemple de la capacité d'adaptation de ces félins. À l'occasion, il est possible de voir certains de ces chasseurs voraces plonger dans les marécages en ébullition pour chasser des proies telles que des lekoués rouges, des gnous ou des antilopes qui se réfugient dans les eaux. Certains lions choisissent même de nager pour rattraper leur proie, ce qui est unique dans la nature. Bien que des centaines, voire des milliers d'ongulés puissent être aperçus à l'horizon et que les zones humides regorgent d'eau potable, tout n'est pas rose dans la vie des troupeaux de lions du delta de l'Okavango. Avec l'abondance déclenchée par Dame Nature, certains troupeaux de ces félins donnent libre cours à leur ambition et, désireux d'étendre leur domaine, envahissent les territoires de leurs congénères. Alors que les lions sont habitués à vivre en harmonie entre les membres de leur propre troupe, lorsque des envahisseurs pénètrent sur leur territoire, ils n'ont d'autre choix que de réagir par la violence. Chaque troupe étant composée de dizaines de félins, c'est une véritable bataille qui s'annonce. Lorsqu'un groupe entier de lions s'attaque au territoire d'une troupe, le mâle alpha n'est pas le seul à s'opposer aux envahisseurs. Les femelles et les jeunes mâles devront les soutenir dans une bataille féroce qui devrait faire de nombreuses victimes. Avec les mâles alpha en tête, les deux groupes se rencontrent et, avec les vautours qui planent dans le ciel comme une prémonition de la mort, les hostilités commencent. Chaque félin, en combattant expérimenté, vise sans hésiter la nuque de son adversaire avec sa morsure. Il ne manque pas non plus de coups de griffes puissants à l'abdomen, cherchant à blesser gravement son adversaire. Un seul mâle étant capable de soumettre jusqu'à 3 lionnes, lors de ces luttes pour le territoire dans le delta, c'est généralement la troupe qui compte le plus grand nombre de mâles qui l'emporte. Ces batailles rangées peuvent durer plusieurs minutes et souvent, plus d'un félin par camp se retrouve avec des blessures graves. Si le troupeau envahisseur est vaincu, il rebrousse chemin avec son honneur au sol et quelques blessés en chemin. Lorsque les défenseurs sont les vaincus, ils sont contraints d'abandonner le territoire conquis par les conquérants, les privant d'un habitat privilégié aux ressources abondantes. Parfois, les colonisateurs, sans aucune pitié, commettent l'une des plus grandes atrocités du règne animal et, compromettant l'avenir du troupeau vaincu, anéantissent sa progéniture, éliminant à la racine ce qui serait à l'avenir sa concurrence directe pour les proies. Bien qu'une formidable troupe de lions soit capable de chasser presque toutes les espèces de cet écosystème privilégié, certains herbivores, qui font de la résistance, effraient ces félins indomptés.
Si les lions ont carte blanche pour commettre toutes leurs atrocités au fin fond de la savane, lorsqu'ils s'approchent de ces zones humides, les choses changent. Pour le colossal hippopotame africain, l'invasion de son habitat par ses prédateurs est une transgression qui ne peut rester impunie. Même s'il s'agit d'un troupeau entier, ce pachyderme géant n'hésitera pas à aller chasser les félins des abords de son affluent tranquille. Sous la menace latente d'être éventrés par une seule morsure de cette énorme bête, les lions préfèrent se replier dans la savane et chercher d'autres régions du delta, où ils ne dérangeront pas ce colosse facilement irritable. Débarrassé des lions gênants aux abords de sa zone humide, le féroce hippopotame retrouve ses eaux agréables. Mais, dans cette oasis terrestre où les affluents inondent des kilomètres de plaine, ce mammifère n'est pas seul. Le delta de l'Okavango abrite de nombreuses populations de ces mammifères semi-aquatiques géants, tous se prélassant dans l'abondance d'eau et de végétation verte. Bêtes énormes pouvant peser jusqu'à 4500 kg et vivant en grands troupeaux de dizaines, voire de centaines d'individus, ces mammifères gris violacés occupent de vastes étendues du delta, chaque individu bénéficiant de son propre coin de zone humide. Les troupeaux sont souvent composés de plusieurs femelles avec leurs petits et d'un mâle dominant, ainsi que de grands groupes de célibataires. Bien qu'ils passent la majeure partie de leur journée dans l'eau, les hippopotames sont loin d'avoir toutes les qualités aquatiques requises. Pour commencer, ces géants aux corps en tonneaux ne savent même pas nager. La plupart du temps qu'ils passent dans les zones humides, ils sont soit debout dans une zone peu profonde du lagon, soit en train de faire de petits sauts en se propulsant depuis le fond. Pour se déplacer dans l'eau, leur meilleure option est de marcher sur la terre inondée. Grâce à leur squelette dense, ces pachydermes peuvent plonger dans les profondeurs. Bien que leur corps en forme de tonneau et leurs membres courts leur donnent une apparence dodue, ces mammifères ont un très faible pourcentage de graisse corporelle. Cela dit, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas obèses qu'ils ne profitent pas de l'abondance de nourriture qu'offre le fertile delta de l'Okavango. Lorsque le soleil commence à descendre sous l'horizon et que la chaleur oppressante s'estompe, les hippopotames sortent de leurs agréables ruisseaux pour se nourrir. Bien qu'ils s'entassent dans des zones relativement petites des marécages, lorsque vient le moment de chercher de la nourriture, chaque herbivore suit généralement son propre chemin dans l'obscurité. Bien que leurs grandes mâchoires donnent l'impression de pouvoir dévorer n'importe quel ongulé qui croise leur chasse nocturne, la vérité est que ces énormes bêtes s'intéressent davantage aux herbes et à certaines plantes aquatiques. Vu leur taille imposante, ces géants ne vont pas se contenter de dévorer un peu de fourrage pour retourner à l'eau. Chaque nuit, un hippopotame a besoin d'environ 5% de son poids en herbe, ce qui équivaut à environ 75 kg de fourrage. Alors que le soleil est sur le point de réapparaître à l'horizon, les hippopotames, après s'être nourris à un rythme soutenu, retournent dans leurs zones humides pour un repos bien mérité. Cette espèce a ceci de particulier que, bien qu'ils aient tendance à passer beaucoup de temps ensemble, entassés dans une zone relativement petite de leur étang, ce ne sont pas des animaux sociaux, car ils n'ont pas tendance à interagir beaucoup les uns avec les autres. En d'autres termes, les hippopotames sont ensemble, mais ne se mélangent pas. L'une des plus grandes interactions entre ces mammifères semi-aquatiques n'est pas particulièrement amicale. À l'approche de la saison des amours, les grands mâles deviennent hostiles, désireux de montrer qui est le chef de la meute. Bien entendu, le mâle dominant, le plus grand et le plus fort du troupeau, ne s'amuse pas de ces défis et ne refusera jamais un combat pour conserver son statut d'alpha. À l'approche de la saison des amours, le mâle dominant a généralement jusqu'à 10 femelles à sa portée, et les challengers doivent prouver leur valeur par la violence contre un adversaire redoutable. Pour intimider son ennemi, chaque hippopotame ouvre ses grandes mâchoires, montrant ainsi la taille énorme de sa mâchoire. De même, des vocalisations sous forme de grognements sont présentes pour s'alerter mutuellement des hostilités qu'ils s'apprêtent à subir. Sans plus attendre, ces bêtes géantes s'élancent directement sur le corps musclé de leur adversaire avec leurs redoutables mâchoires grandes ouvertes.
Chaque mammifère, cherchant à faire le plus de dégâts possible, utilise ses crocs acérés comme des lames. Un coup bien porté peut immédiatement mettre l'adversaire hors de combat, mettant fin à ses espoirs d'accouplement, et parfois même à sa vie. Alors que le mâle vaincu est frustré dans ses tentatives de reproduction, le vainqueur attend anxieusement que les femelles viennent en chaleur. Laissant derrière lui tous les vestiges de la monogamie, cet énorme hippopotame gonflé à la testostérone copulera avec jusqu'à 30 femelles au cours des semaines de la saison des amours, répandant ainsi ses gènes dans toute la zone humide. Après une courte période de gestation de 8 mois, chaque femelle donnera naissance dans l'eau à un tendre veau pesant jusqu'à 45 kg. Si les hippopotames géants adultes échappent au radar de presque tous les prédateurs de l'écosystème, le bébé hippopotame est confronté à une réalité bien différente, puisqu'il est dans le collimateur des crocodiles, des lions et des hyènes. Bien entendu, au cours de ses premiers mois de vie, ce pachyderme sans défense sera sous la protection de sa mère, qui n'hésitera pas à attaquer avec toute sa sauvagerie tout prédateur qui osera s'en prendre à sa progéniture. Si les troupeaux d'hippopotames restent toute l'année dans le delta de l'Okavango, d'autres mammifères sont momentanément attirés par l'abondance des ressources de l'oasis. Au plus fort de la saison sèche, des centaines, voire des milliers d'équidés assoiffés et rayés de noir et de blanc peuvent être aperçus à l'horizon. Pour les zèbres, les vastes zones humides du delta sont un cadeau précieux de mère nature. Arrivant en troupeaux interminables, à la vue des eaux rafraîchissantes, ces ongulés savent qu'ils n'auront plus soif pendant très longtemps. Après un long périple qui a commencé à quelques 500 km au sud-est, dans les salines de Magadi-Gadi, les zèbres ont atteint cette terre promise, où ils pourront manger et boire pendant des mois. Plongés dans un périple connu sous le nom de Grande Migration des zèbres du Botswana, ces équidés ont surmonté d'innombrables obstacles pour atteindre ce biome privilégié au milieu d'une savane aride. Dans une course sans fin à la recherche de verts pâturages, ces mammifères rayés choisissent les zones humides accueillantes du delta de l'Okavango pour passer la saison sèche brûlante. Déjà sur les derniers mètres après un long voyage, alors qu'ils peuvent même apercevoir les ruisseaux rafraîchissants, ces herbivores galopants peuvent presque sentir l'eau rafraîchissante couler dans leurs gorges desséchées. Mais il ne faut pas s'y fier, car les prédateurs, conscients de la difficulté de leur migration, rôdent et, là où ils s'y attendent le moins, une troupe de lions leur a tendu une embuscade pour leur réserver un accueil des plus désagréables. Un zèbre pouvant peser jusqu'à 300 kg, les félins voient dans ces troupeaux une source de nourriture presque inévitable. Pourtant, s'ils semblent totalement démunis face aux chats, les zèbres ont quelques tours dans leur sac pour éviter de faire partie du régime alimentaire des rois de la savane. Tout d'abord, pour qu'une féroce lionne puisse mordre dans le cou d'un zèbre, il faut d'abord qu'elle le rattrape. Courant jusqu'à 65 km à l'heure, ces équidés n'hésiteront pas à s'enfuir rapidement dans l'immensité de la plaine, s'ils voient la situation s'envenimer aux abords des zones humides. Bien que les lions soient capables de courir à plus grande vitesse, dans le chaos de l'embuscade, avec des dizaines, voire des centaines d'ongulés qui courent dans tous les sens, les prédateurs restent souvent bouche bée. Si, en combat rapproché, une lionne peut rapidement rattraper un zèbre et se placer derrière lui pour lui sauter au cou, ce n'est pas du tout une bonne idée. Dans cette milliseconde où le félin se trouve à l'arrière du robuste équidé, il est capable de donner de puissants coups de pied d'une force énorme qui peuvent fendre le crâne de ses chasseurs en deux. Les zèbres se sont également adaptés pour survivre dans cet écosystème dangereux grâce à leurs rayures noires et blanches très frappantes. Bien que les zèbres soient en fait noirs et qu'ils aient des rayures blanches, ce motif particulier dans leur fourrure a, entre autres, pour fonction de tromper les prédateurs lors de leurs embuscades. De loin, lorsqu'ils courent en troupeau, les rayures de leur fourrure rendent difficile le repérage d'un seul individu, ce qui rend presque impossible l'identification d'une cible de chasse. Sortis indemnes de l'attaque des lions, les portes du paradis s'ouvrent devant eux.
Avec un paysage aux différentes nuances de vert, les équidés ne se font pas prier et commencent à profiter de la végétation fraîche que leur offre ce havre de paix pour la faune et la flore. Loin d'arriver avec des prétentions quant à ce qu'ils mettent dans leur bouche après un long voyage, les zèbres, faisant preuve d'une grande capacité d'adaptation, peuvent dévorer pratiquement n'importe quelle herbe, branche, buisson ou pousse qui se présente à eux. Grâce à un système digestif perfectionné, ces proches parents des chevaux peuvent consommer une variété d'aliments à très faible valeur nutritionnelle, tout en parvenant à absorber le maximum de nutriments de chacun d'entre eux. Parce qu'ils se nourrissent d'herbes à très faible valeur nutritive, les zèbres jouent un rôle important dans l'écosystème en défrichant les pâturages pour des espèces telles que les gnous et les buffles d'Afrique, qui profitent de la consommation des herbes les plus nutritives. Ce sacrifice des zèbres les oblige également à passer jusqu'à 18 heures par jour à se nourrir pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Bien qu'ils ne soient pas des nageurs prodiges comme le lechouet rouge ou qu'ils n'aient pas les capacités de plongée du balbuzard pêcheur, ces équidés n'hésitent pas, lorsque la situation l'exige, à plonger dans les affluents et à déployer leur talent de nageur. Le fait de pouvoir traverser différentes étendues d'eau leur permet d'atteindre des zones de meilleur pâturage, voire d'échapper à des prédateurs tels que les hyènes et les lions. Souvent, tout près des vertes prairies occupées par les zèbres, on trouve aussi les topis herbivores. Ces majestueux ongulés au pelage court et brun-rouge font partie des espèces qui colorent le paysage du delta pendant la saison sèche. Comme les zèbres, les topis sont attirés par l'abondance de la végétation, y compris les herbes riches à dévorer. Ces herbivores se distinguent des mammifères rayés par leurs 2 longues cornes annelées présentes chez les mâles et les femelles. En tant que bon ongulé habitant le delta de l'Okavango, les topis vivent généralement en grands troupeaux pouvant compter jusqu'à des centaines de spécimens. Ces groupes sont généralement constitués de plusieurs femelles avec leur progéniture ou de mâles isolés menés par un individu dominant. Souvent, l'individu dominant se trouve au centre du troupeau, où il peut être protégé de toute menace éventuelle. Bien que certains mâles choisissent de mener une vie solitaire, quand on est un ongulé voluptueux avec jusqu'à 160 kg de viande juteuse, ce n'est pas une bonne idée d'errer seul dans un écosystème aussi sauvage. Alors que les topis profitent des verts pâturages créés par l'humidité du delta, quelque chose bouge subtilement dans les buissons. Sans dévoiler sa position, le féroce léopard a déjà jeté son dévolu sur l'un de ces herbivores, ce qui se traduit probablement par une mise à mort assurée. Mais ces ongulés ne seront pas des proies faciles. Après des années de fréquentation de ce delta magique pendant la saison sèche, ils ont appris à se défendre contre les prédateurs. Dès qu'ils aperçoivent un tueur habile comme un léopard à proximité du troupeau, ces mammifères grégaires donnent immédiatement l'alerte en reniflant ou en sautant pour alerter le reste du groupe. En l'espace de quelques secondes, chacun des ongulés se déchaîne, créant une ruée où, au milieu du chaos, il est possible de confondre le prédateur et de le laisser sans le repas désiré. Capables de courir jusqu'à 80 km/h, peu de carnivores peuvent rattraper un topi en pleine nature. Outre leur vitesse étonnante, ces paisibles herbivores possèdent un sens de la vue très sophistiqué qui leur permet de repérer les prédateurs jusqu'à des centaines de mètres, même lorsqu'ils s'approchent avec la plus grande discrétion. S'ils choisissent généralement la fuite comme première option lorsqu'ils sont traqués par un prédateur vorace, lorsqu'ils sont acculés et qu'ils n'ont pas d'autre choix, les topis prennent leur courage à 2 mains et prouvent que leurs longues cornes tranchantes sont tout sauf décoratives. Utilisant leurs imposantes ramures comme une arme, ces bêtes à la fourrure brun-rouge mettent de côté tout pacifisme et se mettent à éperonner tout carnivore qui se présente comme une menace. Compte tenu de leur comportement similaire à celui des autres ongulés, il est courant de voir des troupeaux de topis mélangés à des troupeaux de zèbres, de buffles et de gnous, tous broutant en harmonie. Dans ces groupes hétérogènes d'herbivores, chaque espèce bénéficie des meilleures capacités de ses compagnons. Dans le cas du topi, la proximité du colossal buffle d'Afrique lui procure un sentiment de sécurité.
Bien entendu, avec les fortes chaleurs de la saison sèche et l'immensité des zones humides disponibles, les topis ne manquent pas l'occasion de s'abreuver jusqu'à plus soif. Avec un métabolisme très rapide, ces ongulés ont besoin d'énormes quantités d'eau pour maintenir leur température corporelle et rester hydratés. Alors que ces ongulés considèrent les rives des cours d'eau comme un endroit où boire une gorgée de vie rafraîchissante, un redoutable reptile vient dans ces zones humides plutôt pour y trouver un repas copieux. Des centaines de topis, de zèbres, de gnous et d'antilopes s'approchent nonchalamment des eaux. Ces troupeaux interminables d'ongulés constituent un festin à volonté pour les impitoyables crocodiles du Nil. Avec un corps blindé recouvert d'une solide armure, une morsure puissante capable de déchiqueter les os comme du beurre et une taille imposante pouvant atteindre 700 kg, aucun herbivore ne peut résister à l'attaque de ce tueur chevronné. Le crocodile africain indompté a le pouvoir de transformer en quelques secondes ce qui semble être une zone humide, luxuriante et pleine de vie en un lieu de repos éternel pour des mammifères sans défense. Il semble que ce soit l'œuvre de Mère Nature que, là où elle donne la vie, elle apporte aussi la mort à certains. Immobile, froid et sans le moindre sentiment de pitié, ce reptile attend patiemment qu'une proie sans méfiance tombe dans son embuscade. Les zones humides refroidies servant d'appât, il ne faut pas longtemps avant qu'un ongulé ne s'approche de ce qui sera inévitablement le lieu de sa mort. Voyant l'opportunité de son attaque, le colosse en armure n'hésite pas et lance sa morsure féroce. En un clin d'œil, l'herbivore sans défense passe d'une gorgée d'eau revitalisante à une vie meilleure aux mains de ce tueur cruel. Si, lorsque la proie est plus petite, une seule bouchée suffit pour mettre fin à la chasse, dans le cas de géants tels que les gnous, les zèbres ou les topis, un peu plus d'efforts sont nécessaires de la part du reptile. Saisissant généralement le mammifère par le cou avec sa morsure imprenable, le crocodile l'entraîne dans les profondeurs de la zone humide où, entre la force du reptile et son désespoir de survivre, l'ongulé finira par s'étouffer. Une fois la carcasse dans l'eau, ce prédateur insatiable dévore sa proie. Sa mâchoire étant incapable de mâcher, le reptile engloutit de gigantesques morceaux de chair, se régalant jusqu'à satiété. Si les lions sont les rois de la savane, les crocodiles du Nil sont probablement les seigneurs et les maîtres des zones humides du delta de l'Okavango. Dans l'eau, il n'y a guère d'espèce qui soit à 100% à l'abri des calamités de ces habiles nageurs. Même les félins qui sèment la terreur dans la savane ne sont pas épargnés par ces cruels carnivores. Si lions, léopards ou hyènes commettent l'erreur de s'aventurer trop loin dans le domaine de ces bourreaux, ils risquent de le payer de leur vie. Dans un environnement où ils sont nettement désavantagés, les flamboyants prédateurs des plaines savent qu'à tout moment, un crocodile vorace peut les entraîner au fond de la rivière. Les eaux abondantes du delta de l'Okavango sont, sans aucun doute, un paradis pour ces redoutables prédateurs. Les crocodiles du Nil ont les coudées franches pour semer la terreur sur toute la longueur et la largeur de cette plaine inondable. Ils s'appuient sur leur supériorité physique pour décimer pratiquement toutes les espèces sauvages qui visitent ce qui, autrement, serait une oasis absolue pour la vie animale. Malheureusement, les féroces crocodiles sont loin d'être le plus grand danger auquel sont confrontés les habitants sauvages de cet écosystème unique. Année après année, les effets du changement climatique coûtent la vie à des centaines de milliers d'espèces sauvages qui trouvaient traditionnellement un refuge sacré dans ces eaux. Conséquence directe de la variabilité du climat dans cet écosystème, les saisons sèches sont de plus en plus longues, tandis que la saison des pluies est de plus en plus courte. Avec moins de précipitations chaque année, le niveau d'eau dans les zones humides n'est même plus l'ombre de ce qu'il était dans les cours d'eau autrefois abondants. Avec l'épuisement des grands affluents, de nombreuses zones humides sont incapables de résister au stress de la saison sèche, laissant des milliers d'espèces sauvages sans eau au moment où elles en ont le plus besoin.
la région du delta souffre souvent de la pénurie d'eau autant que les zones humides. Sans les vastes ressources en eau drainées par le fleuve Okavango, ces champs verts couverts d'herbes fraîches n'atteignent jamais leur pleine splendeur. Buffles, l'échoué rouge, gnous, zèbres et autres herbivores voient leur nourriture briller par son absence. L'austérité frappant le bas de la chaîne alimentaire, les prédateurs supérieurs commencent bientôt à ressentir les ravages de la sécheresse exacerbée par le changement climatique. La pollution de cet écosystème autrefois vierge est une autre menace qui pèse sur le delta de l'Okavango. En raison des activités humaines telles que l'exploration pétrolière et l'exploitation minière, les eaux de cette zone humide ne sont plus aussi pures qu'elles l'étaient autrefois. Des tonnes de déchets industriels étant déversés dans les sources, ces cours d'eau deviennent des fosses stériles où la faune et la flore ne peuvent plus vivre. Le braconnage est l'un des principaux problèmes qui affectent les espèces de cet écosystème vivant. Alors que les majestueux hippopotames africains n'ont pas un grand nombre de prédateurs dans la nature, les braconniers sont responsables de la mort de centaines de ces pachydermes chaque année. Motivés par la vente illégale de l'ivoire contenu dans leur défense, les chasseurs, ignorant toute trace de respect pour la nature, assassinent cruellement ces imposants géants. Les espèces telles que les lions, les léopards, les rhinocéros et les zèbres ne connaissent pas un sort très différent puisqu'elles sont brutalement persécutées pour la commercialisation de leurs parties. Dans le cas des félins, les petits sont souvent victimes du trafic illégal d'espèces exotiques où les petits sont séparés de leur mère, privés à jamais de leurs instincts sauvages et vendus comme animaux de compagnie. Bien que les défis auxquels est confrontée cette oasis de vie sauvage soient nombreux, le delta de l'Okavango et ses habitants ont prouvé qu'ils étaient capables de résister aux conditions les plus difficiles et de survivre. De même qu'après une longue sécheresse, ce qui semblait être une plaine aride reverdit avec l'arrivée des pluies. Cet écosystème créé par Mère Nature elle-même, dans un pur élan de résilience, renaît de ses cendres et sert de refuge à des milliers d'espèces sauvages. Les histoires de lutte, de persévérance et de bravoure des habitants animaux du delta de l'Okavango vous ont-elles émerveillé ? Alors cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez vous tenir au courant de nos histoires de vie sauvage, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour découvrir nos nouvelles publications. Si vous voulez aider plus de gens à connaître les espèces animales majestueuses de ce delta magique, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Sans plus attendre, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres récits de vie sauvage.